bonjour à tous et permettez-moi de commencer en remerciant Zeina pour son invitation et vous dire effectivement que je suis très content d'être parmi vous. Ce n'est pas la première fois, j'étais déjà là en octobre 2019 lors d'une journée identique et je suis toujours frappé de la mobilisation des professionnels de santé publique dans votre région et de l'intérêt que vous portez à tous ces sujets. Alors, je vais vous parler effectivement du rapport que j'ai rendu au ministre et de l'analyse qu'on a pu faire autour de ça, et vous dire que quand j'entends parler du rapport Chauvin, ça fait toujours bizarre d'entendre son nom accolé à un rapport, et vous dire que bien évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul et qu'il y a dans cette salle Chantal Patuano, Laetitia Atlandi-Duo, par exemple, qui m'ont aidé à faire ce rapport et que je remercie. Alors, pour commencer, effectivement, le ministre de la Santé m'a demandé, alors que j'étais en fin de mandat de la présidence du Haut Conseil, qu'on sortait de ces crises, m'a demandé de réfléchir à l'avenir de la santé publique et finalement on peut se dire mais tiens pourquoi parler de l'avenir de la santé publique, quels sont les enjeux et qu'essayons-nous de faire. Et je vous ai mis ici probablement dessiné, stylisé un schéma que vous connaissez probablement. En tous les cas, c'est celui qu'on apprend aux étudiants en santé publique, qui est le schéma d'organisation des systèmes de santé de l'OMS, avec ces différentes parties. Si vous voulez concevoir un système de santé, on sait qu'il faut agir sur différentes parties. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, effectivement, Olivier Véran m'a adressé une lettre de mission. Il m'a adressé une lettre de mission en me disant qu'effectivement, le rapport Pittet, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent du rapport Pittet qui a été fait à l'issue de la crise que nous venons de vivre, que le rapport Pittet mettait en évidence un certain nombre de faiblesses de notre système. Et voyez que le constat qui a été fait par les politiques, de notre système est assez interpellant pour nous en santé publique, puisqu'il est question de faible culture de prévention, de lacunes en épidémiologie de terrain, mauvaise coordination institutionnelle au niveau territorial, et donc la nécessité d'envisager de refonder notre système de santé publique, ou au moins de voir les grandes lignes de ce que peut être un système de santé publique. Alors, je vais faire un peu, comme Patrick Zilberman à l'instant, refaire un tout petit peu d'histoire, parce que plus on prend de bouteilles, plus on est convaincu qu'une partie des explications, en fait, se situe assez loin dans l'histoire, et il me semble difficile, comme ça vient d'être fait magistralement, de concevoir la santé publique sans regarder dans le rétroviseur. Et il y a un texte, moi, qui m'a interpellé il y a déjà un certain nombre d'années, qui est un texte de quelqu'un que très peu de gens connaissent, qui s'appelle Grunberg, et qui a écrit un papier en 77 qui s'appelle « The Failure of Success ». Et Grunberg expliquait en 77 que nos systèmes de santé qui traitaient les maladies chroniques de façon à ce qu'elles vivent de plus en plus longtemps, allaient mettre les systèmes de santé en péril parce que, effectivement, le nombre de malades à soigner ne pouvait qu'augmenter et que tous les systèmes allaient être saturés. Et il faisait même référence à un livre, je vous ai mis ici, The Principle and Practice of Medicine, d'Osler en 1904, qui disait déjà en 1904 la même chose. Or, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre système de santé? Et on l'a vécu cet été, vous le vivez tous les jours, c'est que notre système de santé qui est en fait un système de soins, est complètement saturé par le nombre de patients qui ne fait qu'augmenter, et notamment, non pas par les maladies infectieuses, mais par les maladies chroniques, les malades chroniques qui sont de plus en plus nombreux. Et si l'on revient un tout petit peu sur cette crise, la crise que nous venons de vivre,
qui, vous le savez, pour certains a été une pandémie, mais qui pour nous en santé publique a été une syndémie, c'est-à-dire en fait, cette pandémie n'a pas touché tout le monde, n'a pas touché tout le monde de la même façon. Si l'on revient sur cette crise, on voit qu'effectivement, les inégalités de santé face à cette crise ont été majeures. Et qu'on en parle, en fait, moi je trouve assez peu, alors que ça devrait être le fondement de la réflexion, de l'évolution de nos systèmes de santé. Pourquoi? Et je vous ai mis ici les taux de mortalité par tranche d'âge. Vous voyez évidemment que la tranche des plus âgés, c'est-à-dire supérieure à 70 ans ou 75 ans, a eu un taux de mortalité absolument considérable, mais que la mortalité chez les moins de 18 ans s'est comptée en unités, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de 30 décès chez les plus de 18 ans, qu'on est même arrivé à répertorier, qu'on est arrivé à analyser, pour dire à quel point eux aussi avaient été touchés en fonction des morbidités existantes. Je ne veux pas être trop long là-dessus, mais pour dire que, là encore, si on a une perspective de santé publique, et on a eu ces chiffres assez vite, on voit bien que prendre des mesures très générales à l'échelon d'une population pour protéger une population fragile qui était parfaitement identifiée peut poser problème, en tous les cas, mérite discussion. Et sans vouloir être trop long, là aussi, les chiffres n'arrêtent pas de s'accumuler sur cette crise. Je vous ai mis ici, par exemple, à quel point les personnes d'origine étrangère ont eu un taux de mortalité plus élevé que les personnes d'origine française, que selon l'endroit d'où elles venaient, pays d'Afrique, pays du Maghreb, le taux de mortalité n'était pas le même, etc., etc. C'est-à-dire que, en fait, cette crise a révélé à quel point notre société était inégale et à quel point les déterminants de santé pesaient, y compris en cas d'épidémie. Et ça, c'est le boulot de la santé publique, que d'attirer l'attention des politiques sur ces déterminants de la santé et donc de mettre en œuvre des mesures agissant sur ces déterminants. Bien évidemment, confiner des personnes dans des logements surpeuplés provoque tout un tas de conséquences qu'on a pu voir tout au long de cette crise. Et je vous ai mis ici aussi pour les scolaires, dont on a fermé les écoles, les étudiants dont on a fermé les universités, à quel point ces mesures avaient un effet complètement inégal, ou inéquitable, puisque bien sûr c'est les plus fragiles qui ont payé un lourd tribut à ça, qui n'avaient pas le suivi qu'il fallait, n'avaient pas l'environnement familial pour supporter cette épreuve. Et puis un point qui, moi, m'a interpellé et que je voudrais partager avec vous, parce que quand même, la France est le seul pays dans lequel la confiance dans les scientifiques n'a pas arrêté de se dégrader au fur et à mesure des vagues. Si vous regardez ce schéma qui est un peu compliqué, mais je vous invite à lire la publication dans PNAS qui est de 2021, je vous ai mis ici les références pour que vous alliez voir, au fur et à mesure des vagues, la confiance dans les mesures qu'annonçait le politique, mais la confiance dans les scientifiques diminuait. Ce n'est pas le cas de l'Angleterre, alors que l'Angleterre a eu son lot de vicissitudes durant cette crise. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de l'Autriche, ce n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres pays. Et il me semble que nous avons, puisque professionnels de santé publique, nous portons aussi une parole scientifique auprès de la population, une réflexion à avoir sur cette perte de confiance de la population dans notre parole de scientifique. Alors effectivement, cette crise a été un révélateur et je crois que c'est le point de départ de la réflexion qu'on a eue dans la commission. Au début, on s'est dit, mais comment on va attraper ça? Je vous l'ai dit, on a eu une expertise extrêmement sollicitée durant toute cette crise, une expertise en santé publique. J'étais président du Haut Conseil. On a eu plus de 250 saisines, on a rendu 200 rapports tout au long de la crise. On était sollicité en permanence, les politiques voulaient avoir des recommandations, etc. Donc, on voit que l'expertise a été extrêmement sollicitée et sollicitée par la population. Comment
avons-nous répondu à cette demande d'expertise? Eh bien, à mon avis, on n'a pas fini de faire l'analyse de ce qui s'est passé. Et de mon point de vue, les scientifiques sont tombés à peu près dans tous les traquenards qu'on connaît, qu'on enseigne à nos étudiants, hein, ce que j'appelle les tentations de Saint-Antoine du scientifique. À peu près toutes, ils sont rentrés dedans. Des scientifiques qui venaient commenter sur les plateaux ce qui se passait, hein, c'est la tentation du commentateur sportif, comme on demande aux anciens joueurs de foot de commander les matchs. Bon, c'est pas le rôle d'un scientifique de commenter. Bien sûr, la tentation du politique, hein, les scientifiques qui voulaient prendre le pouvoir et prendre les décisions à la place des politiques. La tentation du panoptique, hein, de Foucault dans sa thèse. Le panoptique, c'est les systèmes qui permettent de surveiller tout ce qui se passe dans la population, hein. Certains ont regretté que certains ne dénoncent pas leurs voisins qui continuaient à recevoir des gens pendant le confinement. C'est vous dire, hein, moi j'ai entendu ça comme scientifique parmi mes collègues. Donc c'est vous dire que notre fondement théorique a été fragile. Des interventions qui ne prenaient assez peu en compte en fait les impacts, c'est-à-dire l'évaluation a priori des impacts. Quel impact d'un confinement? Quel impact de la fermeture des écoles? Quel impact des dépistages? Tout ça, il n'y a jamais eu d'évaluation a priori, etc., etc. Je ne vais pas être trop long. Et puis, vous concernant aussi, et ça m'a vraiment marqué, ça nous a marqué un certain nombre, un secteur associatif très peu mobilisé, au moins pendant la première partie. Et on s'est retrouvé dans cette situation complètement ubuesque, d'associations qui étaient de santé publique, hein, d'intervention sur le terrain, qui étaient quasiment ralenties, qu'on continuait à financer en dehors de toute activité, alors que le système était lui-même en train de prendre l'eau. On l'a vu dans les EHPAD, on l'a vu dans les quartiers défavorisés, on l'a vu dans un certain nombre de quartiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système de santé publique, en fait, a eu un stress test, si je peux dire comme ça, si je peux utiliser ces mots barbares de manager, a eu un stress test dont il faut tirer, bien entendu, les conséquences et qu'on doit tirer tous ensemble. Alors, The Failure of Success de Grünberg, pour revenir à ça, veut dire, il dit quoi, Grünberg? Il dit que globalement, tout pays qui augmente l'espérance de vie sans augmenter simultanément l'espérance de vie en bonne santé, en fait, met sous tension son système de santé et, à terme, un système de santé qui ne pourra plus répondre à la demande. Or, c'est ce que la France fait depuis maintenant plusieurs décennies. La France augmente, n'arrête pas d'augmenter. Alors, je dis la France augmente, excusez-moi cette simplification, c'est bien sûr pas ce qui se passe, mais en tous les cas, l'espérance de vie dans notre pays n'arrête pas d'augmenter et l'espérance de vie en bonne santé ne s'est pratiquement pas modifiée. Résultat de cette politique, c'est que bien évidemment, les maladies chroniques augmentent de façon considérable, hein. On est sur un rythme d'augmentation de 2,5% par an du nombre de maladies chroniques, c'est une augmentation considérable, plus 12 milliards d'euros consacrés aux maladies chroniques dans les 5 dernières années, donc un accroissement de la dépense. Et surtout, rien ne permet de prévoir qu'il y aura une stagnation ou un ralentissement de cette augmentation du nombre de maladies chroniques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'on voit le bout du tunnel en termes d'amélioration de notre système de santé. Et ce constat n'est pas une fatalité, car un pays comme la Suède, par exemple, dans un pays comme la Suède, 77% des gens arrivent en bonne santé à 65 ans. Moins d'un Français sur deux arrive en bonne santé à 65 ans. Ça veut dire deux choses. Un, évidemment, le poids du vieillissement de la population, et on le voit, mais surtout l'extrême fragilité de nos populations en cas de pandémie, par exemple. Si on considère qu'il y a une syndémie, plus vous avez une maladie chronique, plus vous avez une population qui est fragile. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé, on peut calquer en fait l'impact de la pandémie avec le nombre de maladies chroniques dans les différents pays. Alors, si j'avance un peu, nous avons essayé de réfléchir en fait comment refonder un système de santé publique.
Et un système de santé publique, c'est apparu un peu dans l'exposé de Patrick Zilberman, c'est aussi des valeurs que partage une population. Et donc, il nous a semblé important de rappeler les valeurs sur lesquelles on pouvait fonder un système de santé publique. Quelles valeurs pouvons-nous mettre en avant? Il nous a semblé important de remplacer l'approche égalitaire qui prévaut en France. Vous savez que la France est un pays égalitaire, c'est-à-dire que toutes nos politiques sont des politiques égalitaires. Et de remplacer ces politiques égalitaires par des politiques équitables. Et bien sûr, vous connaissez tous le rapport Closing the Gap in One Generation de l'OMS qui a amené ce concept d'universalisme proportionné, c'est-à-dire effectivement d'avoir des politiques équitables qui sont plus importantes pour les personnes qui en ont le plus besoin, plutôt que d'avoir des politiques égalitaires qui profitent globalement à ceux qui en ont le moins besoin. Michael Marmot a démontré ça de façon magistrale dans son rapport. Il nous a semblé aussi qu'autour de la solidarité, il était nécessaire de redéfinir ce qui constituait le contrat social autour de la santé et de la solidarité. Il y a eu des débats, il y a eu des articles qu'on a fait, notamment que Laetitia a fait, qui ont secoué un peu autour de ce principe de contrat social. Il n'empêche que probablement qu'en termes de santé publique, il faut s'assurer que ce principe de solidarité est applicable et partagé dans la population. Transparence, ça semble bien sûr une nécessité et une exigence d'efficience et d'utilisation le meilleur possible des deniers de l'État, bien évidemment. Alors, il nous a semblé que pour refonder un système de santé publique, il fallait lui fixer des objectifs. Et on a proposé en fait 3 objectifs pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Le premier, c'est d'augmenter l'espérance de vie sans incapacité dans notre population. Et on a proposé un objectif qui est un objectif extrêmement ambitieux, puisque dans les contacts que je peux avoir, tout le monde me dit « mais comment on peut y arriver ?» Alors des pays y sont arrivés, l'Allemagne y est arrivée récemment, depuis la réunification des 2 Allemagnes. L'Allemagne a augmenté son espérance de vie en bonne santé de façon assez considérable. La Suède, bien sûr, mais ça date maintenant d'une 30aine d'années. D'autres pays sont sur cette voie. C'est donc pas une fatalité. Il est possible de faire ça. Vous savez que la solution passe bien évidemment par un développement massif de la prévention. Et on peut espérer que la France a compris, puisque pour la première fois de son histoire, il y a un ministre de la Santé et de la Prévention. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire, en tous les cas, l'histoire moderne française. Deuxième objectif, réduire les inégalités de santé. La France est un pays extrêmement inégalitaire. Vous savez qu'il y a 13 ans d'espérance de vie de différence entre le 20e de revenus inférieurs et le 20e de revenus supérieurs. C'est la plus grosse différence qu'on peut observer dans les pays de l'OCDE. Pas normal qu'on ait cette différence, il faut absolument la réduire. Cette différence tient essentiellement à de la mortalité prématurée et à de la mortalité prématurée évitable avec des facteurs de risque connus. Je ne reviens pas dessus, vous connaissez ça par cœur, donc c'est vraiment pour fixer les choses. Et troisième point, adapter notre système de santé. Et ça nous semble extrêmement important, puisque en fait, notre système de santé a été conçu au sortir de la guerre pour traiter essentiellement les pathologies aiguës. Et beaucoup les pathologies infectieuses, c'était les antibiotiques qui arrivaient, etc. Et pas du tout pour traiter les maladies chroniques. Et on voit la difficulté qu'il a à s'adapter à la prise en charge des maladies chroniques, puisque des hôpitaux très techniques, qui mettent en avance des techniques de pointe, ne sont pas adaptés à la prise en charge de maladies chroniques. On sait que ce sont les soins primaires qui sont l'enjeu de la prise en charge des maladies chroniques. Et donc là, il y a un problème d'adaptation de notre système dans les années qui viennent. Donc on a proposé un système cible, et je vais aller assez vite pour terminer, pour laisser du temps pour la discussion, avec une réorganisation de notre système de santé publique qui nous semble assez désorganisé actuellement, ou en tous les cas déséquilibré, en fixant au national, en fait, tout ce qui était expertise et stratégie. Et la France a de nombreuses structures d'expertise, dont le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de Santé, SPF, etc. Donc,
On ne manque pas de structures d'expertise. En revanche, il y a un problème de coordination de toutes ces expertises et on l'a vécu pendant cette crise. Je ne vous fais pas de commentaires, vous l'avez vécu comme moi. Et la définition aussi d'une stratégie. Quelle est notre stratégie? Quels sont les objectifs de notre système de santé en France, qui ne peut pas être qu'un système de soins dans les années qui viennent? De fixer à la région, en fait, le pilotage opérationnel interministériel avec des ARS qui deviendraient réellement interministériels. Les arbitrages sont compliqués parce qu'il y a des préfets de région, parce que voilà, c'est compliqué. Mais en tous les cas, il y a une réflexion là autour. Et on a proposé de créer, le doyen en parlait tout à l'heure, le doyen Leonetti, de parler des instituts régionaux de santé publique. On a proposé de créer, de regrouper toutes les forces de santé publique d'une région, et souvent il y a plusieurs CHU dans certaines régions, hein. Ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 4 CHU. Vous, je crois qu'il y en a 2. Donc c'est de regrouper toutes les forces de santé publique et de faire un institut régional qui s'occuperait à la fois de la formation, de la recherche et de l'expertise et du transfert de cette expertise. Et on a des exemples à l'étranger d'instituts comme ça. Je crois qu'il y a un véritable enjeu et d'ailleurs certaines régions sont en train de réfléchir à la mise en œuvre de cette recommandation avec un pilotage qui pourrait être assuré par les ARS, mais aussi les universités qui doivent rentrer dans le jeu, mais aussi les collectivités territoriales, le conseil régional bien sûr, et probablement d'autres collectivités importantes. Et puis de confier aux territoires et leur donner les moyens de mener une véritable politique de santé publique territoriale. Et je pense, en tous les cas, on pense que l'enjeu est autour de cette organisation territoriale de la santé publique. On a vu pendant cette crise à quel point elle pouvait être mise sous tension, à quel point il était difficile de la mobiliser de façon organisée, et ce sont souvent les acteurs de terrain qui se sont organisés, sans que personne ne leur demande. Là, on propose la création d'une force de santé publique territoriale, et on a même proposé, alors là, je pense que c'est la mesure qui va être la plus compliquée à mettre en œuvre, que les médecins libéraux aient des contrats de santé publique pour une partie de leur temps, mettons 5 ou 10% en temps normal, qui pourrait être monté à 100% en temps de crise, de façon à mobiliser l'ensemble du système de santé et du système de soins en période de crise. Et puis, bien sûr, renforcer la démocratie sanitaire en créant des conseils territoriaux de santé. Très rapidement, je balaye quelques chantiers, puisqu'on a proposé 10 chantiers, 40 mesures. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 40 mesures. Je vous ai dit l'essentiel de l'esprit de ce qu'on préconisait. Vous avez le rapport, vous pourrez rentrer dedans. Je voudrais insister sur un point, simplement, qui est celui-là, ce premier chantier. Et je sais qu'il y a une représentante d'SPF qui s'occupe de la littératie en santé, qui est là. On a proposé, comme dans d'autres pays, puisque d'autres pays l'ont fait, de faire un plan de littératie en santé dans notre pays. C'est-à-dire qu'on monte le niveau de littératie en santé de la population qui, on le sait, est extrêmement faible en France. Il y a quelques études qui ont été faites. On commence à avoir les échelles qui permettent de faire cette mesure. Le niveau de littératie en santé, c'est-à-dire de culture en santé. La littératie, vous le savez, c'est la culture en santé. Et on propose donc que dès les classes primaires, il y ait une action nationale d'augmentation du niveau de littératie en santé. Il y a quelques expériences en France là-dessus. Et cette mesure a été annoncée dans le cadre des programmes présidentiels. J'espère qu'on pourra la mettre en œuvre parce qu'elle me semble vraiment essentielle. C'est ce qui a été fait aux États-Unis, c'est ce qui a été fait au Canada, ça a été fait en Australie, ça a été fait en Écosse, ça a été fait dans un certain nombre de pays. Pourquoi? Parce qu'on sait maintenant que le niveau de littératie en santé d'un individu va conditionner ses comportements en santé par la suite. Et donc, c'est un point totalement essentiel que de donner dès le plus jeune âge
un niveau de littératie en santé qui permette aux individus d'adopter spontanément, sans contrainte, des comportements favorables à la santé. Deuxième mesure, et après je m'arrête pour laisser le temps de la discussion, de ce premier chantier simplement, développer une culture commune en santé publique. Et on a vu à quel point cette culture nous a manqué durant cette crise, à quel point les prises de position des uns et des autres manquaient complètement de culture de santé publique. C'est quoi une approche populationnelle? C'est quoi une approche de gestion des risques? C'est quoi une approche de réduction des risques, etc., etc. C'est quoi agir sur les déterminants? C'est quoi prendre en compte les déterminants dans une politique? On a vu que cette culture de santé publique, qui est votre métier, en fait, est assez peu partagée chez les décideurs et peu partagée même chez les scientifiques. Et il faut absolument qu'on remédie à ça si on veut que la France se prépare aux futures crises de santé publique. Pour terminer, et je vais directement aux priorités, on a donc proposé au gouvernement 5 priorités, ce plan de littératie en santé, de partager avec les citoyens des objectifs de santé publique dans une loi de santé publique. La dernière loi de santé publique date de 2004, ça fait bientôt 20 ans. Depuis, il n'y a plus de loi de santé publique. Et les différents aspects de la santé publique, en fait, passent par le PLFSS. Il faut qu'il y ait en France une loi de santé publique qui fixe des objectifs, qui fixe des moyens et aussi une programmation de la recherche en santé publique. On a proposé la création d'un Institut français de santé publique qui serait en fait un consortium des différentes agences et des instances d'expertise, de façon à ce qu'on ait une homogénéisation de cette expertise. Et bien sûr, deux points essentiels, la santé publique de territoire, et c'est vous les acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à vous de faire pression pour qu'on organise cette santé publique de territoire, et bien sûr, changer la formation. Je n'ai pas eu le temps de m'appesantir là-dessus, mais il y a un vrai problème d'attractivité des métiers de la santé publique, et il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les infirmières et les IPA. Il y a quelques IPA de santé publique qui commencent à sortir des promotions. Et c'est vrai pour l'ensemble des métiers du soin que de se dire qu'il est important de développer la santé publique. Le service sanitaire dont Zeyna a mené l'évaluation est un des premiers aspects de ce partage de la culture de santé publique avec les acteurs du soin. J'espère qu'on n'en restera pas là et qu'on pourra aller un peu plus loin. Je vous remercie.